Putain de bagnole, salut les enfoirés, où sommes-nous? Eh ben non, on n'est pas à un concert, on est au mondial de l'auto qui a lieu tous les 2 ans à Paris. On n'était pas allé il y a 2 ans, pour une raison très simple, c'est qu'on m'avait déconseillé d'y aller parce qu'on m'a dit que c'était le salon 100% chinois. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo passionnante pour passionnés comme je suis, eh bien n'oubliez pas qu'on a besoin de vous pour que la chaîne se développe et continue d'exister. Alors pour ça, vous avez différents moyens de nous aider. Vous pouvez activer le pouce bleu pour nous encourager, activer la cloche pour vous abonner et recevoir des notifications des nombreuses futures vidéos. Faire un petit don, même modeste, sur le compte Tipeee, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos proches. Voilà, on commence tout de suite. Donc, je vous invite à me suivre. On va tout de suite aller dans le pavillon 6. Alors pourquoi le pavillon 6? Bien parce que c'est le pavillon dans lequel il y a à mon avis la principale attraction du salon, à savoir la présence de Renault et ses nouveaux modèles. On attaque tout de suite. Voilà la principale nouveauté du salon, la 5. Vous voyez, c'est vraiment l'emblème de ce salon. Et là voilà la 5. On va faire un petit tour. Donc évidemment le vert, pourquoi? Parce que ça symbolise l'écologie. Et donc c'est une voiture qui va être 100% électrique. Elle reprend tous les codes de la 5 et de la Super 5. Je ne vais pas vous faire le détail complet de tous les détails qui reprennent les codes de la Super 5. On voit que la voiture a quand même pas mal grossi, donc j'ai l'impression qu'elle a quand même, comme toutes les voitures actuellement de ce style, elle aurait bu un peu trop de soda et peut-être un peu trop de chips. Alors, nouvelle voiture, oui et non, parce que c'est la mode du néo-rétro. On a l'impression que Renault veut nous faire passer la pilule du 100% électrique en nous évoquant les meilleurs souvenirs eh bien, des moteurs thermiques avec cette Renault 5. Bon, il ne l'appelle pas Super 5, il l'appelle Renault 5. Je la trouve assez haute, elle est sympa, mais on est très loin de la voiture compacte qu'on a connue à l'époque et surtout de voitures populaires. Alors sur le prix, qu'est-ce qui était annoncé? Il était annoncé 25 000 € en projet quand ils avaient présenté le projet. Aujourd'hui on se rend compte qu'on est aux alentours de 33 à 35 000 €. Mais ce que nous dit Renault, c'est que mi-2025 la version entre guillemets dépouillée sans option sera bien à 25 000 €. Donc pourquoi commencer par un véhicule plus haut de gamme? Très certainement parce que le côté plus populaire de la marque n'est plus recherché. On recherche des gens qui ont un pouvoir d'achat important et qui veulent se rappeler leurs jeunes années, donc les années 70 et les années 80, donc des gens aujourd'hui qui ont entre 50 et on va dire 70 ans grosso modo. Alors les enfants, je me suis mis, c'est ce qu'on fait rarement en général dans une voiture, c'est je me suis mis à l'arrière. Et à l'arrière, il y a quelque chose qui me frappe, parce que Renault, c'est la voiture à vivre. On a d'abord quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a une bonne garde au toit, c'est-à-dire que voilà, même si vous faites plus d'1,80 m, à l'arrière, vous serez bien installé. Par ailleurs, on a une assise, et ça c'est le défaut un petit peu que je retrouve souvent chez Renault, que je n'aime pas beaucoup, c'est qu'on a une assise assez courte, ce qui fait que si pour vos jambes, sur long trajet, ça va être certainement un peu douloureux, ça coupe un peu la circulation. Ensuite, on regarde l'arrière. Vous voyez que la vitre de custode arrière est assez basse. La visibilité ne doit pas être terrible, notamment quand on a relevé les appuis-têtes. Par hasard, j'ai découvert un petit gadget. Bon, je ne sais pas si ça tiendra dans le temps. Regardez, hop, les lumières de l'arrière, vous mettez juste la main et elles s'allument, elles s'éteignent. Ensuite, eh bien, vous voyez, ils ont repris le code des toutes premières Super Renault 5 des années de 1972. Et effectivement, on retrouve un petit peu de l'ambiance de la R5 première génération, avec tout le confort moderne, avec tous les écrans dont on a besoin maintenant. Autre point qui m'étonne, c'est pour avoir conservé la ligne de la voiture. On a la ligne de caisse qui est assez haute, donc comme on peut retrouver le cas chez des marques comme Audi, alors ça contribue moins à l'esprit de la voiture à vivre, puisque regardez, moi je suis obligé de mettre pour mettre le coude, vous êtes quand même très haut.
Et donc on a moins. En plus, regardez, hein, la vitre elle descend pas jusqu'en bas. Donc le côté voiture à vivre est moins évident à l'arrière. Voilà les enfoirés, maintenant je me suis mis à l'avant du véhicule. Donc pareil, hein, la voiture à vivre, eh ben, on a toujours cette garde au toit qui est intéressante à l'avant. Donc on a vraiment de l'espace. Par contre, ce qui surprend, c'est que on a vraiment l'impression d'être dans le pare-brise. C'est-à-dire que on a ce pare-brise qui est pas si grand en fait. Et comme on a le tableau de bord qui déborde pas mal, ici vous voyez ça monte quand même très haut, et plus les équipements avec le miroir intérieur, eh bien on a l'impression que vous voyez, entre là et là finalement on a très peu de visibilité. Voilà, donc oui, on est en termes de style, c'est une bonne idée. Après sur la notion de voiture à vivre, je suis un petit peu moins convaincu. On va aller voir le coffre après pour voir ce que ça donne. Au niveau des rangements, on a quand même des rangements sur la partie centrale qui sont variés et importants. Par contre, là, il y a une boîte à gants qui est de toute petite taille. Alors, je vais essayer quand même de redresser le siège. Voilà, et comme je le disais quand j'étais à l'arrière, la vitre de cuistot d'arrière est toute petite. Donc, on a une vision qui est minimale, on ne voit rien en fait. Hein. Alors, au niveau du coffre, on va regarder ça. Coffre électrique. Écoutez, on voit qu'on a les sièges rabattables 2 tiers, 1 tiers. Ça semble assez profond. Et quand même assez haut, même si on a la découpe ici. Mais quand même, c'est quand même pas un très grand coffre. Hein. Je ne sais pas si on pourra mettre beaucoup de choses. Bon, il y a quand même... on va regarder si on retire là. Ici. Ah, c'est pas extraordinaire en volume. Un véhicule qui est quand même globalement pas si petit. Alors, enfin, on poursuit sur les nouveautés de Renault. Et là, la grande nouveauté de 2025, ce sera la 4L. Donc là, on a une version bicolore. Ça rappelle une version où il y avait le canage qui était noir et bordeaux. Ils auraient pu aussi reprendre le canage sur les côtés. Donc la 4L, on va faire un petit tour derrière. On reprend aussi là pareil, hein, les codes stylistiques de la 4L initiale. Alors ce qui est intéressant, là pareil, on a vraiment la sensation que la voiture, elle a pris du gras, hein, elle a pris du poids et elle a pris de la hauteur. Bon, la 4L avait cette spécificité d'avoir un haillon très grand qui permettait une bonne capacité de chargement sur une voiture somme toute assez petite. Donc toujours pareil, hein, Renault c'est la voiture à vivre, donc on va regarder un petit peu au niveau du coffre ce que ça donne. Donc là pareil, on a un coffre à assistance électrique. Donc la voiture s'est embourgeoisée. Et là c'est plutôt la bonne surprise. Hein. Si on compare par rapport à la Renault 5, on a un volume qui est beaucoup plus important. Toujours pareil, on a les sièges qui sont rabattables 2 tiers, 1 tiers à l'arrière. On a une superbe hauteur. Je pense, alors c'est vraiment au juger que je vous dis ça, mais il semblerait que ça double quasiment la capacité de la R5. Donc, ce que ça me fait penser, c'est que la 4L serait un petit peu la R5 break en fait. C'est la version loisir de la petite R5. Alors, voilà, donc Renault a décidé, avec le Néo Rétro, toujours pareil, hein, de nous séduire. Surtout la génération qui a les moyens de se payer sur ce type de voiture, parce qu'on pourrait se dire que comme c'est une 4L, ça peut être potentiellement moins cher qu'une R5. Or, c'est pas du tout le cas. Il semblerait qu'une R4 en moyenne va coûter 1 000 € plus cher qu'une R5. Alors, comme dans la modernité sur des véhicules qui sont censés être d'entrée de gamme, le coffre se ferme tout seul. Alors une autre version de la R4, la Flower Power, donc on voit bien que les références aux 68 heures ne sont plus dissimulées. Et c'est peut-être là où je trouve que le concept de la R4 trouve tout son sens. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a ce côté beaucoup plus baroudeur. On a le toit ouvrant en toile. On voit qu'on a des jantes, des pneus qui sont beaucoup plus faits pour aller en tout-chemin. On a des protections latérales sur le véhicule.
Et là, quand on voit la voiture, on a envie de partir en voyage. Et ne vous y trompez pas, hein, c'est une voiture qui est assez grosse quand même. Alors, j'ai pas les dimensions en tête, il faudra regarder avec précision. Et je me demande s'il n'y a pas une évocation à la Renault 4 dont je me souviens en gamin, alors la Savane. Même si la Savane n'avait pas il me semble pas d'équipement spécifique pour être une voiture de baroudeur. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient en tête en pensant à la voiture. On va aller regarder l'intérieur. Donc pour des raisons obscures, on ne peut pas rentrer dans celle-là. Donc par contre, on peut rentrer dans toutes les autres. Donc ce qu'on va faire. Bon, je pense pas qu'il y aura de grosses différences à part peut-être la déco intérieure. Voilà les amis, on s'est mis à l'intérieur de la 4L. Donc on retrouve quasiment à l'identique le même intérieur que sur la R5. Alors petit détail, vous avez vu. Alors il semblerait que ce soit des pré-séries. Bonjour, et donc la finition soit pas encore au top et que ça sera probablement amélioré. Mais on sent bien que c'est pas des plastiques qui sont très épais. Alors on voit que si en termes de finition on retrouve le gaufrage, mais il est moins dessiné que sur la R5. Donc on a toujours, bon moi par rapport à l'extérieur, à l'intérieur j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que la R4 est un peu la version break de la R5. Ce que j'apprécie comme dans les R5, c'est qu'on a une garde au toit qui est importante. Même si vous faites plus d'1,80 m, vous ne serez pas engoncé. Au niveau du pare-brise, je retrouve un peu le même défaut que dans les R5, c'est qu'on a un pare-brise qui est finalement pas très grand. Donc quand vous êtes au niveau du rétroviseur intérieur, regardez, là ici entre les deux, vous ne voyez pas grand chose. Sinon au niveau des jambes, on a vraiment de la place. Je vais me mettre à l'arrière pour vous confirmer ça et après on se mettra au niveau du conducteur. Il suffit que je ne vois pas très bien et je peux me tromper entre les essuie-glaces et le parking et les freins. Il y a des palettes ici. Donc Renault a une bonne idée, hein. Ils ont mis le passage de vitesse au volant. Le problème c'est qu'il est juste en dessous des essuie-glaces et de la commande de la radio. Et donc ce que disaient des essayeurs que j'ai vu ce matin à la télévision, ils disaient que constamment, d'ailleurs je crois que c'est dans le turbo, ils se trompaient constamment de manette. Donc ça c'est un peu gênant. Sauf que, est-ce que c'est vraiment un passage de vitesse parce qu'on est sur un véhicule électrique? Donc, normalement, il y a une sécurité qui devrait empêcher qu'on commette des erreurs. C'est-à-dire qu'en roulant, en étant en vitesse engagée en avant, on ne risque pas de passer la marche arrière, par exemple, ou de passer en neutre. Alors, petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas si c'est un goodies qu'on peut acheter pour la voiture qui est prévu de série. On a une bannette en osier, peut-être pour mettre son pain quand on va faire les courses. Donc... bon, c'est marrant, mais c'est un petit peu anachronique par rapport au reste de la voiture. D'autant que, bon, voilà, ça se met là, on sait pas trop vraiment où ça se met. Alors, je suis à l'arrière, quand on a le toit au vent ouvert, vraiment, c'est vraiment super. On a vraiment une vision sur l'extérieur qui est vraiment géniale. On a aussi pareil, bon, évidemment, vous avez vu, on a une emprise du toit, donc on perd un peu en garde-toit sur la gauche et sur la droite, enfin, sur tout le pourtour de la voiture, mais malgré tout, au niveau de la tête, on est pas mal. Au niveau de l'assise des sièges, je trouve qu'on est un petit peu mieux que sur la R5 puisque l'assise est un peu plus longue. Donc on a me semble un peu plus longue. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. Au niveau des jambes, on n'est pas trop mal. Moi, je suis quand même une taille moyenne, hein, aux alentours de 1,80 m. Et donc, elle est confortable. Mais je pense que le grand atout de la voiture par rapport à la R5, c'est qu'elle est beaucoup plus polyvalente. On peut vraiment s'en servir au quotidien. On a un coffre qui est plus grand, donc c'est mieux. Donc aussi, on a un exemple concret de la modularité du coffre et des possibilités. Là, on a pu mettre, en rabattant tous les sièges, une planche de surf. Donc je pense qu'on doit pouvoir acheter où elles sont fournies avec les sangles. Ça a été il semblerait que c'était conçu pour. Et on a même, vous voyez, une guitare. On a encore un espace qui s'ouvre en dessous du coffre où on stocke la prise pour la batterie, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu le positionnement. La Renault 4 toujours si pratique. Confort aux places arrière au meilleur niveau. Grande hauteur sous pavillon, c'est ce que je vous disais. Grand rayon aux genoux, c'est vrai, on a de la place pour les genoux. Largeur de l'assise.
Bon, comme me disait un journaliste, hein, il trouve que l'R5 en termes de style est très très réussi. Par contre, l'évocation R4, elle est vraiment visible aux 3/4 arrière sur la vitre de custode là. Pour le reste, bon, à part la signalétique des feux à l'avant, bien rond, c'est moins évocateur que la R4. Alors maintenant les enfoirés, on est sur la Twingo et c'est vrai que j'ai une tendresse toute particulière pour la première Twingo. Pour moi, c'est la 2 chevaux des années 90, c'est vraiment la voiture la plus révolutionnaire avec la 2 chevaux sur le marché français. Donc là, c'est un concept car, mais il semblerait que ce soit les prémices de la future Twingo qui sera sortie en 2026. Et je trouve que l'évocation est très réussie. Donc la voiture a quand même bien grossi, mais elle reste dans des tailles raisonnables. Et on est sur un véhicule qui répond aux exigences d'un véhicule urbain. Et on retrouve tout le style originel de la voiture. Alors moi, d'un point de vue critique, est-ce qu'on peut baser la stratégie et l'industrie d'une marque sur uniquement des évocations du passé, notamment en termes de style? Évidemment qu'une marque, elle a un style et elle essaie de faire perdurer ses valeurs et sa culture dans le temps. Mais de là à tout reprendre sans rien changer, alors il est vrai que personnellement, moi, celle que je préfère, c'est la Twingo 1. Hein, je veux dire, les deux autres Twingo n'avaient rien en termes de style révolutionnaire. Et la Twingo première série, sortie en 92-93, elle avait une spécificité. C'est que son intérieur était basé sur un intérieur de R25, d'où l'habitabilité record de la voiture. Alors de loin, et c'est là que je trouve ça assez bien foutu sur la voiture, c'est que de loin, je ne m'étais pas rendu compte de quelque chose. C'est que bon, la Twingo, la première Twingo, elle était en 3 portes, hein, donc 2 portes à l'avant et le coffre, le haillon, toujours pareil, hein, c'est la voiture à vide. Mais quand on se rapproche, on se rend compte qu'il y a une découpe sur l'arrière et que donc celle-ci serait une 4 portes, ce qui de loin ne se voit pas. Donc c'est vraiment en termes de style très réussi. Est-ce qu'ils vont conserver cette configuration lors de la sortie de la voiture? Ça sera à vérifier auprès de Renault. Voilà, alors 4e évocation du passé chez Renault dans le cadre du Néo Rétro, on a la R17. Il ne semble pas que ce véhicule ait vocation à être produit en série pour le moment, sauf si peut-être le public manifeste un intérêt particulier pour ce fameux coupé des années 70. Alors je ne sais pas comment on peut désigner Raito comme étant un architecte d'intérieur, mais en tout cas il est intervenu sur le design de la voiture intérieur et extérieur. Et donc Renault multiplie ces dernières années des collaborations avec des stylistes, des designers, des architectes. Voilà, donc elle est quand même très réussie. Alors ce que je viens de parler avec la personne qui était sur le projet, elle m'a expliqué qu'il y avait la porte, normalement c'était des vraies portes de R17, les vitres c'est des R17, une partie du châssis c'est une R17 d'origine, ce qui leur a permis de faire un véhicule qui roule vraiment et qui a pu atteindre 5 km/h sur circuit. Donc un petit tour rapide, là on a, alors je connais pas bien le positionnement de ce véhicule, hein, c'est la Rafale full hybride 4x4, donc on a une évocation alpine. Donc ça semble être un SUV à positionnement haut de gamme. À côté, on a le Symbiose qui semble être un nouveau véhicule, pareil, je ne connais pas, qui semble positionné sur le segment inférieur à celui du Rafale. À voir comment se positionnent ces véhicules, mais ils semblent beaucoup moins attrayants, révolutionnaires que les autres véhicules que je vous ai présentés avant en full électrique. Et Néo Rétro, encore une fois, est-ce que le Néo Rétro c'est révolutionnaire? Je ne suis pas convaincu, à vous de me dire dans les commentaires. Voilà, pour tous les passionnés, on est maintenant chez Alpine, on a la 110. Donc il l'appelle ultime, bah oui, parce que visiblement ça préfigure la fin du thermique, même chez Alpine, même pour les passionnés d'automobile. Donc là, on a ce qui ressemble à une R5, mais badgée Alpine, donc elle sera très certainement en full électrique. Autre concept, le SUV, si on peut l'appeler comme ça, ou le grand coupé sportif
A390. Donc j'imagine full électrique. Donc il semblerait qu'ils veulent reprendre, moi ça me fait penser un peu au Rafale derrière, hein, c'est des codes de l'aviation. Et il semblerait que Renault avait quand même, même si c'est assez méconnu, un rapport avec l'aviation à ses débuts. Alors tout le monde se souvient de la Renault 5 Alpine, la Renault 5 Alpine Turbo, elle est là. Elle est dénommée là 290 GTS. Bon, GTS, en général, on pense plutôt à Porsche. Et là, on est sur une Renault Alpine. Édition Alpine. Alors ils ont essayé de progresser au niveau finition, ça ressemble à du cuir. On voit bien que la clé plastique, c'est pas au niveau, hein, c'est du bas de gamme. Mais on retrouve les codes Alpine, le fameux bleu Alpine, une évocation des calandres 4 phares pour ceux qui font du rallye. Voilà, on nous a demandé de sortir du stand parce que quelqu'un important, soi-disant, venir sur le salon. Donc j'ai discuté avec le chef de produit de la R5 Alpine. Alors je vous précise les points suivants. La voiture on a le choix entre 180 ou 220 chevaux. Et la gamme de prix sera entre 38 et 44 000 pour la GTS, qui est cette version 6, c'est-à-dire la version la mieux équipée et la plus puissante. L'autre point intéressant qui m'appréciait, c'est que leur but c'était, c'est pour ça que j'ai mis l'Alpine A110 en premier plan, c'est qu'on puisse avoir les mêmes sensations de conduite dans la Renault 5 Alpine qu'avec la 110. Donc tout le châssis est entièrement retravaillé. Il y a des freins Brembo. Alors je vous passe tous les détails, c'est un peu technique. Alors sur l'autre véhicule qui est là-bas, à droite, donc le coupé sportif SUV, pour l'instant ils n'ont pas pu me donner de prix sur le véhicule. Donc c'était difficile de savoir quel est son positionnement. Mais quelque part, l'idée c'est d'avoir une A110 4 places. Donc en fait, leur stratégie de marketing, c'est de dire aux possesseurs d'Alpine, vous avez la 110 pour vous faire plaisir. Et puis vous pouvez acheter aussi chez nous d'autres véhicules et vous aurez, selon eux, les mêmes sensations de conduite. Les enfoirés, est-ce que je suis dans une voiture? Dans un concept car? Dans un gadget ou autre chose? Écoutez, on va sortir de la voiture et puis je vais vous montrer ce qu'il en est. Voilà, on est dans un véhicule qui s'appelle le Bento, et quand vous regardez le design du véhicule, ça ne fait pas penser à quelque chose. Moi, ça me fait penser au Twizy. Alors, je suis allé voir les gens. Celui-là s'appelle le Bento, il y en a un autre modèle qui s'appelle le Duo, de la marque Mobilize. Et en fait, c'est le groupe Renault. Et eux, ils veulent pas qu'on dise que c'est une Twizy. Mais en fait, si, c'est la nouvelle Twizy, en fait. Donc, c'est là où c'est révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est que on n'a qu'une seule place, ok. Contrairement au Twizy, on avait 2 places. Mais on a ce qu'ils appellent le Bento. Et bon, je pense que ça fait référence à la culture japonaise. Parce que le Bento, c'est un plat, mais c'est certainement la box, le contenant. Et donc, pour les professionnels, ils vont pouvoir avoir un espace de chargement qui sera aménageable comme celui-ci, et donc évidemment on sera en toute électrique. Donc il y aura 2 versions, une version comme l'Ami, comme la Twizy, avec permis et sans permis, donc quadricycle 45 km/h, et au-delà il faudra avoir le permis. Alors ce qui est intéressant en termes d'évolution, c'est qu'ils annoncent une autonomie, j'espère qu'elle est réelle, de 160 km. Et là, ça devient intéressant pour se déplacer et faire tout ce qu'on a à faire avec le véhicule. Donc les amis, on va, regardez, là on est sur version duo, donc on peut s'asseoir derrière. Moi, je vais essayer la place, on va voir ce que ça donne. Là, je suis bien réglé. Donc voilà, là on est 2, on a réglé, moi je fais un peu moins d'1m80, donc regardez, je peux allonger les jambes. Au niveau de la tête, je ne touche pas le plafond. Et la personne qui conduit est à l'aise, elle a de la place aussi.
Donc je vous dis pas que je ferai 300 km comme ça. En tout cas, en appoint, c'est tout à fait confortable. Et ce que je trouve très intéressant sur le modèle, c'est contrairement au modèle précédent, c'est qu'on a vraiment la fermeture des portes en élytre. Et tout est vraiment fermé. Il n'y a pas d'option avec une fermeture en toile de plastique ou autre. Là, vous êtes à l'abri du froid, du vent. Et je pense que c'est une évolution majeure sur ce quadricycle. Maintenant, je vais accélérer comme conducteur et puis ensuite, on va parler gros sous. Donc là, je suis reculé à fond dans le siège. Bah, écoutez, je suis bien. Hein. On est bien installé. On a un pare-brise qui est assez large, même si on est gêné par le reflet des couleurs. Maintenant, on va parler un petit peu prix. Donc, j'ai la dock hein, en Vio 45. C'est à partir de 9090 €. Et puis là, vous avez différents loyers. Hein, donc, on peut mettre, c'est du LLD, hein, donc on peut sans aucun apport. Plutôt un loyer à 900 €, un premier apport à 900 €. On va payer 89 € sur 36 mois. Bon, pour la version de base. Bon, je vous passe tous les détails, mais moi il y a un truc qui m'a étonné sur le business model de cette voiture, contrairement au Twizy, c'est qu'ils ont complètement abandonné la notion de batterie en location, ce qui était le cas avant. Et le problème de la batterie en location, c'est que pour la revente, vous vendiez le Twizy, mais après il fallait que l'acheteur reprenne le contrat de location. Donc ça faisait des démarches, c'est compliqué. Mais ça évitait qu'en cas de panne de batterie, vous vous retrouviez avec une grosse somme à débourser parce que la batterie était totalement garantie par le fait que vous étiez que locataire. Donc là aujourd'hui il n'y a plus de location, donc le prix inclut le prix de la batterie dedans. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais on a une autonomie qui devient très intéressante, annoncée en tout cas de 160 km. Donc je vous montre un petit peu les argumentaires. Alors au niveau sécurité, ils me disent que c'est unique en termes de positionnement parce qu'il ne s'agit pas d'une voiture mais d'un quadricycle, c'est-à-dire qu'on a quand même l'airbag conducteur qui est dedans. On a la clim et 161 km d'autonomie. Bon voilà, Renault nous propose donc un environnement très futuriste. Et je trouve que cette nouvelle version de Twizy a un look très futuriste. On se croirait dans une série télé d'anticipation du futur. Ouais, les enfants, après le hall 6, on va aller au 5. Alors ici, on est dans le hall maudit, celui de BYD. Et comme je vous disais, on est dans le royaume de Siam, le royaume de Chine. Donc je vais vous faire un tour rapide des marques chinoises. Donc moi, BYD, je connaissais. Après, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir THK, je ne connais pas. Skyworth, je ne connais pas. GAC, je ne connais pas. Et comme un pied de nez au milieu des Chinois, vous voyez, il y a une évocation de notre patrimoine, notre riche patrimoine automobile. N'oubliez jamais qu'il semblerait que la France ait quand même inventé l'automobile avec la Delamarre de Bouteville en 1884. Donc là, il y a le Club Matra qui est là. Et là, on a la Matra. La Matra Bagheera, dans une version rare et assez méconnue, qui est la Matra Courrèges, donc qui a été habillée par Courrèges, et le fameux espace F1 à côté, pour les connaisseurs. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? On se déplace et tape sur Forthing, qui est un autre constructeur chinois que moi je ne connais pas, hein, avec on dirait que c'est comme un emblème un dragon. Il y a Haito, je ne connais pas non plus. En face de Haito, le patrimoine français de l'âge. Donc c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, avec son dirigeant, le fils de Bernard Tapie. Voilà, donc de l'âge. Une marque française à très forte notoriété. Regardez, voilà, c'est beauté. Et tout ça au milieu d'un océan de véhicules chinois. Alors là, je vais terminer. Je ne vais pas faire trop long sur les voitures chinoises, mais c'est quand même intéressant de s'y intéresser. Comme une marque non plus je ne connais pas, c'est Hongqi.
Alors ce qui m'a étonné sur le stand Hongqi, c'est la Hongqi Guoya. Alors vous avez vu un petit peu ce modèle qui est absolument énorme. Et ce véhicule va reprendre les codes stylistiques de bien des voitures premium que l'on connaît. Hein. Alors ça fait penser, on pense un petit peu à Mercedes, on pense un petit peu à Bentley, on pense un petit peu à Rolls. Voilà, la voiture est immense. Et vraiment deux côtés, on dirait vraiment sur le côté une Rolls rabaissée. On a des pneus absolument énormes, des jantes gigantesques qui touchent bien les ailes de roue à l'avant et à l'arrière. C'est très étonnant. Bon, que dire? Est-ce que c'est beau? Je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est de bon goût non plus? À chacun de se faire son opinion sur la ligne. Mais vraiment, on a vraiment les codes des limousines anglaises, hein, indéniablement. Voire même des touches de Maybach dans le style. Voilà, donc regardez un petit peu la finition. Vraiment, on se rapproche des standards premium. La porte est extrêmement lourde, donc je pense que ça doit être assisté par lumière électrique. Là, je sens le massage des sièges. On sent vraiment qu'ils veulent reprendre le style qu'on va retrouver chez, comme je vous disais, un Bentley, Rolls, Daimler. Je sens le massage dans le dos. Entièrement en cuir ventilé évidemment. On va essayer de voir combien ça coûte. Voilà le travail de la copie chinoise. Pour être sûr que vous êtes bien en Chine, regardez le sigle rétroéclairé qui veut dire ça va te coûter un maximum. Voilà, on prend les codes hein, comme la traditionnelle horloge à aiguille. Ça fait partie des codes stylistiques du premium et du très haut de gamme en Europe. Donc une des personnes en charge du design m'a expliqué que la voiture en fait a été designée pour une grosse partie dans un studio qu'ils ont en Allemagne, à Munich. Et vous voyez la petite originalité ici. Moi ça me fait penser un petit peu à Bentley. Mais le dessin intérieur, ça fait penser à un diamant. Donc l'inspiration, elle n'est pas simplement fantasmée, elle est réelle. Hein, parce que les Chinois sont maintenant implantés en Europe pour faire remonter les informations dans leur studio. Alors il m'a dit qu'ils avaient Cozy Studio, hein, ce sont des bureaux de design. Et donc ils en ont 2 en Chine. Et cette société, ce que je ne savais pas, produisait aussi des voitures traditionnelles pour le gouvernement chinois. Il y a même un truc qui est assez énorme, c'est le Cybertruck de Tesla. Le Cybertruck de Tesla, c'est un truc de dingue, il fait 3 tonnes 100 pour 209 km/h. Ah, c'est un truc de fou, 400 km d'autonomie. Et ce dont on ne se rend pas compte en vidéo, c'est de la hauteur du truc. Le truc, c'est vraiment très très grand. Même en mettant le bras au maximum, j'arrive pas à atteindre le haut. On est à 2,40 m. Imaginez un petit peu, là, ici, là, à la pointe, là, 2,40 m. Vous parlez d'un truc, si vous voulez revivre le plaisir de l'enfance avec les vacances avec les parents, avec la 4L. Bon là, la 4L, est, comme je disais plus ultérieurement, elle a beaucoup grossi, mais regardez, il y a une série spéciale de petites caravanes qui sont fabriquées à Nantes, hein, qui sont de la même couleur. Ce sera une série limitée. Et donc, vous pouvez partir en vacances, comme à la grande époque, comme quand vous étiez gosse au camping. Il faut quand même un petit budget, hein. C'est 17 000 € la petite tente. Alors vous pourrez dormir à 2,5 à l'intérieur, hein, un couple plus un enfant. Et vous pouvez rajouter une tente de toit pour rajouter 2 personnes. Donc vous pourrez partir à 5. Et voilà, le président est en voiture électrique. Les enfoirés, maintenant on va dans le hall 4, on va peut-être voir des trucs intéressants. Ah voilà, des marques intéressantes, BMW, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Mini et... Oh non, c'est pas possible, encore les Chinois. Alors, les enfoirés, regardez, le monde, on ne peut plus accéder au stand. Pourquoi ? Eh bien parce que le président est dans les parages. Voilà, le président est là, mais vous ne le verrez pas.
Maintenant on est sur le stand de Citroën. Regardez, ça c'est un véritable carton. C'est l'Ami, la petite voiture électrique. Alors qu'est-ce qui fait sa force? C'est un carton notamment en Italie, d'après ce que j'ai compris. C'est pas vraiment une voiture, c'est un quadricycle, ça veut dire vous avez une version avec permis, une version sans permis. Donc version sans permis, on pouvait l'acheter à partir de l'âge de 16 ans, mais vous ne dépasserez pas les 45 km/h. Là vous avez la version Mad Max, baroudeur, la Buggy Vision. Et vous pouvez mettre de petites planches de surf sur le côté. Un petit tour rapide chez Peugeot. Regardez-moi un petit peu ce concept car. La ligne est incroyable. Alors maintenant on est sur le stand Peugeot, hein, puisque notre président n'est plus là. Regardez un peu ces portes immenses. Voilà, BMW, concepteur de New Classe. Neue Klasse. Le Neue Klasse X. Mon véhicule plus classique, la i4 M50. Et voilà les enfants, j'ai fini avec Alfa Romeo et là je découvre la Junior qui devait s'appeler la Torino. Mais comme elle a été fabriquée, je crois, en Pologne, eh bien ça a râlé, alors ils l'ont appelée la Junior. Donc voilà, c'est un petit SUV. On va faire le tour pour bien voir son design. Il y a une chose qui m'étonne, c'est le prix. Ouais, petit SUV, mais quand même à 53 100 €. Bon, c'est vrai que c'est le Veloce, c'est souvent la finition haut de gamme. Elle démarre à partir de 29 500 €. Guarda questa macchina, regardez un peu cette beauté. Oh là là. Les Italiens sont vraiment très forts pour faire des lignes absolument incroyables. Regardez, voilà, là. En Italie, on a encore l'amour de l'automobile, l'amour du design. Regardez-moi, c'est magnifique, 33 Stradale. Ah là 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 là, c'est superbe. On va essayer de regarder un petit peu à l'intérieur. On s'approche. Regardez, avec à l'intérieur, on a un petit peu la finition aviation. Les magnétinos là, hop. Il y a le rappel de lumière sur le côté, là moi je le vois, mais ici là, vous ne verrez pas bien je pense, mais vraiment ici là, magnifique. Alors je sais pas si c'est un concept car ou si la voiture est commercialisée. On va essayer de regarder le prix. Donc je sais pas le prix, je sais pas si elle est commercialisée. En tout cas apparemment il y aurait deux types de motorisation. C'est peut-être une hybride. Et moi ce que j'aime chez Alfa c'est le quadrifoglio. Je suis allé prendre quelques renseignements. C'est un véhicule qui sera produit qu'à 33 exemplaires. Seront livrables à partir de 2025. Et alors là on voit bien qu'on est à la césure de deux mondes, puisque c'est ce véhicule qui est d'exception, on devrait avoir un prix de départ aux alentours d'1 million de $. Et bien ce véhicule là vous sera proposé, pour ceux qui auront la chance de pouvoir l'acheter, en deux possibilités. Soit vous aurez un moteur V6 3 litres turbo de 620 chevaux, soit vous aurez un moteur électrique de 720 chevaux. C'est au choix, vous achetez une version ou l'autre. On voit bien qu'on a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on est dans l'électrique? Est-ce qu'on est dans le thermique? Bah, ils auraient très bien pu trouver un entre-deux et proposer un véhicule hybride. Ce n'est pas le choix qu'a fait Alfa Romeo. Vous avez vu un peu quand les deux portes sont ouvertes, ça donne une ligne dingue. La voiture de Batman, elle va s'envoler. Alors je sais pas vous, mais moi vraiment chez Alfa Romeo il y a une berline que j'aime beaucoup, c'est la Giulia. C'est une berline qui se vend très mal en France, c'est vraiment pas un succès. Et pourtant je la trouve très belle.
C'est une voiture avec un châssis très dynamique apparemment. Je ne l'ai pas conduite encore, j'aimerais bien, j'adorerais conduire. Il y a même la version Quadrifoglio haut de gamme qui est équipée d'un moteur qui a été inspiré de Ferrari. On dit que c'est un moteur Ferrari, hein, c'est un V6. Et elle a une ligne magnifique en plus. Ce serait, on n'est pas forcément habitué à cette réputation chez les Italiennes, mais la voiture serait très fiable. Alors ici vous voyez les anneaux, à votre avis pourquoi? Parce qu'on est chez Audi. Donc exclusivité mondiale aujourd'hui, la Q6 Sportback e-tron. Donc Q6 e-tron présenté ce matin, 100% électrique. Voilà, autre présentation sur le mondial, l'A5 avant, donc ça veut dire c'est une A5 break, c'est une grande nouveauté. Et je viens de comprendre quelque chose chez Audi, alors je vous le livre, hein, c'est que cette voiture sera soit en thermique, soit en hybride. Donc aujourd'hui chez Audi, les modèles en numéro impair seront hybrides ou thermiques, et tout ce qui sera pair sera maintenant, à partir du salon, tout sera en full électrique. Ça veut dire que par exemple, ici vous avez une A6 Sportback, donc là c'est la S6, et bien ce modèle sera en full électrique. De la même façon, le modèle en dessous de la 5, et donc la 4, eh bien elle sera en électrique. Alors sur cette Audi A5 avant, regardez, on a un écran qui est absolument gigantesque, et on va retrouver une spécificité qu'on retrouve sur certaines Ferrari, c'est-à-dire que le passager a lui-même aussi un écran, mais celui-là devient quand même extrêmement grand. On va pouvoir changer les chaînes, les stations radio. On va pouvoir regarder pour faire une recherche sur une direction, comme ça là. Et donc le passager devient de plus en plus actif ou passif. Passif si il aide le conducteur, et passif s'il regarde et se contente de regarder la télé. Voilà, chez Audi on va finir avec la cerise sur le gâteau, les couleurs cerises, donc c'est normal, mais ça apparaît pas comme ça à l'écran. C'est sur le modèle le plus haut de gamme de chez Audi, donc comme c'est une e-tron, elle est 100% électrique, et là on est sur le modèle le plus sportif et certainement le plus cher. Donc pour ce modèle avec toutes les finitions, on doit être aux alentours de 210 000 €. En entrée de gamme, attention, en entrée de gamme, en RS e-tron GT Performance, on est dans les 180 000 €. Vous voyez que sur ce modèle, on a du carbone, ce qu'on appelle forgé. Les jantes aussi sont forgées. On va avoir une puissance sur ce modèle de 843 chevaux, mais comme me l'a dit la personne de chez Audi, si vous appuyez sur un bouton, sans supplément de prix, vous allez avoir un boost de 10 secondes à 945 chevaux ou 925 chevaux. Donc c'est quand même phénoménal pour de l'électrique. On va passer rapidement chez Volkswagen. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés chez Volkswagen cette année, mais regardez-moi cette petite Golf GTI. Première série. Alors pourquoi je vous la montre, hein? Parce que moi, ça m'a fait rêver depuis gamin. Je pense que c'était certainement aussi le rêve de mon père. Alors il en a eu une hein, quand j'étais gosse, et c'était, alors elle était blanche comme ça, mais c'était pas du tout une GTI, c'était la Golf de base, avec son intérieur qui était tout noir. Et donc la Golf GTI, c'est, je pense, le rêve de beaucoup de passionnés d'automobile qui ont déjà un certain âge. Alors ce qui m'étonne sur le stand Volkswagen, c'est j'ai l'impression que l'accent a été mis sur les véhicules de loisirs, et alors surtout sur celui-là. Donc ça marque bien l'envie qu'ont les gens maintenant de voyager, de retrouver le contact avec la nature. Donc là, c'est le fameux Californien. Alors il a l'air vraiment très luxueux. Je sais pas à quel prix ça peut. Ouais, on est à 68 400 € en hybride.
Ah, il est magnifique, hein. Là, Volkswagen essaie de faire la transition entre ces motorisations de GTI sportive et puis l'électrique qu'ils vont essayer de commercialiser en véhicule sportif. Donc là, pour l'instant, c'est un concept, l'ID GTI Concept. Il est possible que dans l'avenir, il soit commercialisé. Donc c'est étonnant d'essayer d'associer agressivité et sportivité qui est plutôt associée encore aujourd'hui à un moteur thermique avec sportivité et moteur électrique. Voilà les enfoirés, c'est ainsi que s'achève le mondial de l'auto et ma petite visite. Alors petit bilan, écoutez, voilà, on a bien vu que là, si on a fait 3 halls, en fait c'est là où il y avait la majorité des constructeurs. Et ça veut dire que même si ça semble être beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, il n'y a quand même pas énormément de gens, en tout cas d'exposants. Et donc, comme vous avez pu voir, enfin, de mon point de vue, c'est Renault aujourd'hui qui a pris le leadership sur ce salon, puisque la R5 a volé la vedette à peu près à tout le monde. Quand vous écoutez les médias, ils ne parlent quasiment que de la R5. Donc c'est un bon coup qui est joué par Renault. En tant que passionné automobile qui vient sur un salon, là le bilan est plus mitigé parce qu'on n'a que 3 halls, on n'a pas tant de constructeurs que ça et il y a quand même encore beaucoup et c'est peut-être que le début, hein, il y a beaucoup de constructeurs chinois. Moi je suis pas trop fan, je critique c'est vrai mais sans vraiment les connaître, certainement très bien ce qu'ils font, j'en sais rien, à la limite je suis pas forcément hyper intéressé par cela, mais ça existe, donc on en parle un petit peu. Sinon, évidemment, il y a beaucoup de manquants pour un passionné d'automobile. Vous n'avez pas Porsche, vous n'avez pas Jaguar, vous n'avez pas Rolls, vous n'avez pas Daimler, vous n'avez pas Ferrari, vous n'avez pas Maserati. Voilà, donc des grands acteurs qui font l'histoire d'automobile ne sont pas là. Il ne faut pas oublier que la France est quand même la nation d'automobile, c'est là où on a inventé l'automobile, donc on a envie de vivre cette fête de l'automobile, tout ça. Donc moi, en tant que passionné, je ne suis pas ennuyé une seconde, parce que j'ai discuté avec plein de gens, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Mais pour celui qui vient comme ça pour le salon, est-ce qu'il en aura pour son argent? D'ailleurs, je ne sais pas combien ils vont demander pour l'entrée, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent. Ouais, les enfoirés, eh bien, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous rappelle qu'on a dépassé allègrement les 165 vidéos. Donc pour nous aider, c'est très simple, vous activez le pouce bleu pour nous encourager, le pouce, vous activez la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir sur le compte Tipeee, vous avez le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez faire un don même modeste, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont fait un don, car si vous voulez que la chaîne continue d'exister et se développe, on a besoin de votre aide, et notamment, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Les enfoirés, à très bientôt. Ciao!